Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'entraînement et d'information au concours infirmier. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce format live. Moi, c'est Axel, je suis directeur de programme sur le secteur du soin chez UPSO. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie également de Lorraine, qui est infirmière depuis 7 ans et qui est bien sûr intervenante chez nous. Je la laisserai très rapidement se présenter dans une seconde partie. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le métier d'infirmier, j'imagine, vous intéresse et on vous félicite pour ce choix. Pour y arriver maintenant, il n'y a pas de secret. Il faut réussir ce concours-là. Je vais peut-être juste attendre moi encore quelques petites secondes avant d'enchaîner et puis te laisser aussi, Lorraine, te présenter en attendant simplement que du monde encore nous rejoigne. Je vais laisser une petite minute d'attendre encore avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, si je vois déjà écrire un petit peu dans le chat, si il y a besoin à tout moment de ce live, vous n'hésitez pas. On est là pour vous et le but c'est que ce soit un maximum interactif aussi pendant les exercices que va vous faire travailler Lorraine, mais aussi là sur la présentation du concours et donc de notre préparation pour y arriver. Oui, Abdesadak, bonjour à vous aussi. Le live aujourd'hui va durer environ 3 quarts d'heure, je pense. Puis donc, je vais enchaîner. Les retardataires pourront nous rejoindre en cours de route. Donc, encore une fois, voilà, on va vous présenter comment vous aider à réussir ce concours et également vous proposer voilà, un petit entraînement grâce à notre professeur Lorraine à l'épreuve donc de culture générale en live. Voilà, donc vous aurez aussi la correction en direct. Et comme cette réunion d'information est filmée, vous pourrez regarder aussi tranquillement la correction en replay dans un second temps, plutôt que de prendre beaucoup de notes. Et je rebondis aussi sur votre message, Abdesadak. Voilà, si vous reprenez le travail entre-temps, parce que vous êtes sur une pause ou autre, suivez tant que vous pouvez là le live. Et après, voilà, vous aurez le replay à disposition. Avant d'en dire un peu plus sur nous, peut-être que Lorraine, tu veux nous donner, nous faire un petit mot. D'accord, bah moi du coup, comme vous m'avez présenté, donc je m'appelle Lorraine, je suis infirmière depuis maintenant un peu plus de 7 ans. J'ai travaillé dans des milieux principalement hospitaliers, un peu d'extra-hospitaliers, des services, très variés, soins continus, urgences, réa et depuis maintenant, quelque temps, je travaille aussi avec le PSO du coup en tant que formatrice. Je vous aide à préparer le concours infirmier donc on vous expliquera un peu plus en détail mais par le biais d'oraux, par la correction de copies, pour faire un peu une remise à niveau pour que vous puissiez passer le concours dans les meilleures conditions et surtout vous préparer aussi aux 3 années de formation qu'il y a derrière. Donc voilà, j'interviens là dans ce webinaire et puis je suis une des nombreuses formatrices qui font les oraux et qui font les corrections de copies par la suite. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à toi, Lorraine. C'est vrai que on est sur un projet de formation qui est complexe pour devenir infirmier. On vous aide, nous, à passer ce concours, mais on vous met aussi à l'aise, en confiance, sur la première année d'IFSI qui est pas toujours la plus simple. Alors, la première année d'école est beaucoup moins sélective que le concours, c'est pas la question. Mais voilà, on va y passer du temps. On a quand même envie voilà, de vous mettre dans les meilleures dispositions pour préparer tout ça. On essaiera aussi, nous, là, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, de vous faire passer notre petit lien de rendez-vous afin que vous puissiez prendre directement rendez-vous avec moi ou les 2 autres responsables d'admission sur ce concours et sur cette préparation qui s'appelle Eric et Amaury. Voilà, le lien apparaît déjà une première fois là sur votre écran. Si besoin, comme ça, au-delà de cette réunion d'information qui est bien sûr collective, même s'il y a la petite messagerie en direct, vous pouvez prendre rendez-vous voilà, en individuel et on pourra bien sûr traiter au cas par cas, puisque c'est ce qu'on fait nous toujours en interne. On ne se voit pas vous inscrire sans pouvoir discuter avec vous auparavant, comprendre les enjeux. Et puis, j'en reparle en fin de live aujourd'hui, mais c'est forcément, nous, un suivi qui est individualisé. D'accord ? Chaque personne est différente, même si vous êtes déjà aide-soignant, bien on a quand même chacun ses points forts, points faibles, ses expériences. Et donc, c'est à valoriser différemment. Je pense par exemple à l'oral de ce concours d'entrée en école. Voilà. Maintenant, hop, on va vous dérouler donc notre petite présentation du jour, déjà pour nous présenter rapidement. Donc nous, c'est UPSO, un organisme de formation entre guillemets pas comme les autres, parce qu'on se spécialise nous pas forcément sur un secteur ou un métier en particulier, en tout cas pas en termes de secteur d'activité. Nous, on travaille sur tout ce qui est métier en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui en urgence de recrutement, faute de main-d'œuvre.
Alors je dis aujourd'hui, c'est un peu, un peu un raccourci parce que nous, le concours infirmier, ça fait maintenant 8 ans qu'on le prépare quand même. On prépare aussi d'ailleurs le concours dans un autre registre de professeurs des écoles. Et plus récemment, depuis plus récemment, on a proposé aussi des formations qui sont diplômantes sur d'autres métiers. Donc voilà, depuis nous, 2018, c'est plus de 2000 apprenants à peu près chaque année qu'on a à nos côtés pour changer de métier, pour évoluer ou pour se reconvertir, tout simplement. Et pour les curieux qui se posent la question sur ce que veut dire UPSO, UPSO, ça signifie s'élever en grec. Voilà, parce qu'on aide chacun de nos apprenants à s'élever et à prendre en main son avenir, faire le métier qui lui tient à cœur. Voilà, parfois c'est une simple petite évolution, une marche. Je prends l'exemple là des personnes avec nous qui sont aides-soignantes, auxiliaires de vie, ou sur des reconversions totales, parce qu'on a aujourd'hui aussi quasiment la moitié de nos élèves en prépa qui ne sont pas du paramédical. Et c'est pas grave puisqu'on adapte, on fait un suivi qui convient. Voilà. Un peu plus de concret maintenant. Hop, je passe à la suite. Alors c'est très brutal, hein, cette slide, désolé toujours, mais je la présente à chaque fois sur le taux de réussite et sur la situation aujourd'hui autour du concours infirmier. Alors c'est un concours donc d'entrée en école infirmière qui s'appelle les IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, et ça vous permet d'accéder donc à 3 années de formation. Et pour ça, il vous faut des connaissances solides. C'est indispensable de bien le préparer, ce concours et les épreuves qui le composent, dont la culture générale qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'on vous accompagne. L'an dernier, on a eu un taux de réussite de 89% avec nos apprenants sur ce concours d'entrée. Voilà, en travaillant avec UPSO. Le taux de réussite national ces dernières années, il est entre 25 et 30%. On est vraiment proche des 27% en fait chaque année depuis les dernières grosses réformes du concours qu'il y a eu en 2019. Voilà, juste avant l'épisode Covid. Mais pour l'instant, assez pour moi. Hop, je vais passer tout de suite moi la main à Lorraine, qui va directement vous faire rentrer dans le vif du sujet et donc travailler cette épreuve de culture générale. Je te passe le relais, Lorraine. Eh ben, merci. Donc du coup, je pense que peut-être certains d'entre vous, je rappelle quand même en quoi consiste, le concours. C'est en 2 parties. Il y a une preuve du coup de culture générale qu'on va travailler un peu aujourd'hui et une épreuve, de mathématiques. Les 2 sont sur, 10 points et les 2 se font, en présentiel, 1/2 heure chacune. Aujourd'hui, on va un peu plus parler de l'épreuve de culture générale. C'est quelque chose qu'on va vous faire beaucoup travailler finalement dans la formation à UPSO, puisque ce qui est important, c'est de développer certes une culture générale, comme son nom l'indique, ou apprendre à avoir des réflexes sur tous les thèmes sanitaires et sociaux, et surtout avoir des bases pour savoir comment rédiger pour pouvoir analyser correctement un texte, argumenter correctement votre réponse, et en fait acquérir ces automatismes pour après, quand vous rédigerez vos devoirs, même une fois que vous aurez eu le concours à l'IFSI, soit quelque chose qui soit beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, il faut vraiment le voir globalement comme certes un exercice pour le concours, mais c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile par la suite sur les 3 années en fait de formation, parce qu'on vous demandera d'analyser aussi des textes. Pour cette épreuve, il y a différents types d'épreuves lors de l'épreuve de culture générale au concours. Vous pouvez soit en fait avoir une question simple et on vous demande de disserter dessus, soit une autre option, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, où on va vous poser des questions en fonction d'un texte qu'on vous a donné. Donc ici, on va vous présenter un texte qu'on va lire ensemble. Vous aurez différents dans l'accompagnement avec UPSO, vous aurez différents exemples. Vous aurez soit des exercices comme aujourd'hui avec des textes, soit d'autres exercices où ce sera que à partir d'une question. Je vous en parlerai quand même un petit peu de ces cas, de ce cas-là après. D'accord ? Donc, on va commencer par lire un exemple de texte qu'on peut vous donner. C'est souvent des textes qu'on lit soit avec un thème médical, soit un thème social. C'est souvent des textes issus de magazines de santé, qui ont un rapport plus ou moins proche avec la santé, on va dire. Donc ce texte, c'est un texte qui est issu du Figaro Santé, qui a été écrit par Damien Mascret. S'intitule « Près d'un ado sur 5 en surpoids dès la classe de 3e ». Les inégalités face à la santé restent fortes au détriment des enfants d'employés ou d'ouvriers.
Les chiffres sont inquiétants. En 2017, 18% des adolescents en classe de 3e étaient en surcharge pondérale, dont 5% obèses. L'écart se creuse entre les garçons et les filles au détriment de ces dernières. En 2017, 20% des filles contre 17% des garçons étaient en surpoids, dont respectivement 5,4% et 4,7% d'obèses. Aurélien vous a envoyé un lien dans le chat pour avoir plus en détail tout ce qu'on vous dit ici. La suite du texte. Ces évolutions sont marquées par de fortes inégalités sociales, note Nathalie Guignon et ses deux co-auteurs Marie-Christine Delmas et Laure Fontenot. Ainsi, 24% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale et 8% sont obèses, contre respectivement 12 et 3% des enfants de cadres. Évidemment, l'enquête s'est penchée sur les habitudes de vie des adolescents susceptibles d'expliquer ces écarts importants. On apprend ainsi que 69% des garçons prennent quotidiennement un petit déjeuner contre seulement 57% des filles. Autre exemple, la fréquentation de la cantine. Concernant les repas du midi, 29% des élèves de 3e ne fréquentent la cantine que rarement ou jamais. Cela concerne la moitié des élèves filles ou fils ouvriers et seulement 16% des enfants de cadre, remarquent les statisticiennes. La pratique d'un sport en dehors de l'école est aussi plus fréquente chez les enfants de cadres, 84%, que chez ceux d'ouvriers, 63%. Toutefois, les adolescents issus de familles modestes ont plus souvent une activité sportive non encadrée, plus difficile à capter lors de l'entretien, lit-on dans l'analyse de l'adresse. On arrive du coup aux questions. Donc le texte, on vous le remettra, puis normalement vous pourrez y avoir accès pour pouvoir travailler dessus. Là, ce qui va se passer, c'est que je vous présente donc les questions qui peuvent être posées à propos de ce texte. Première question, on vous demande de dégager les idées principales. Deuxième question, de commenter le passage souligné. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je reviens en arrière. Ici, il y a un passage qui a été souligné dans le texte. Et enfin, troisième question, selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes? C'est ce genre de questions que vous pourrez avoir du coup à l'examen. Globalement, on vous a dit que vous avez 30 minutes pour l'épreuve de culture générale. On vous a mis un petit peu un petit découpage du temps qu'il faudrait consacrer à chaque partie. Pas plus de 5 minutes pour la première et la deuxième. Et la troisième, donc dans la réalité, le jour de l'examen, vous aurez plus de temps. Là, aujourd'hui, comme c'est un exercice, on va seulement vous demander pas de répondre totalement à la question, mais juste de faire un plan. Et du coup, on vous laissera 5 minutes aussi pour le faire. L'idée, là, concrètement, c'est que on va vous remettre le texte et vous allez essayer de réfléchir à ces questions, de répondre déjà à la première question. On vous laisse 5 minutes et dans 5 minutes, on fera une correction ensemble. Ainsi de suite pour la question numéro 2. Et pour la question numéro 3, on fera un petit point méthodologie avant pour vous présenter un petit peu comment rédiger ce type de réponse, comment faire, comment mettre en place votre rédaction, vous donner des petites astuces et tout ça. Clémence nous informe que les accès au texte sont ouverts, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui a été mis. Donc, vous pouvez aller sur le lien là pour avoir à nouveau accès au texte. Et du coup, je vous invite à répondre à la première question qui est de dégager les idées principales du texte. Là, hop, il est 44, et ben on peut se laisser 5 minutes. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, à dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez fini un peu avant de répondre aux questions et que vous voulez qu'on enchaîne, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Donc, moi, je mets le petit chrono. Alors, n'hésitez pas à dire dans le chat où vous en êtes, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous ne savez pas comment vous organiser. Là, on va arriver au bout des 5 minutes. Du coup, je pense qu'on peut commencer à répondre à la première question. Donc, dégager les idées principales du texte. Ce qu'il faut savoir quand vous avez ce genre de questions, c'est qu'on vous demande bien, du coup, j'insiste, de dégager les idées principales. On ne vous demande pas de résumer le texte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas paraphraser le texte et c'est juste le raccourcir. Il faut vraiment essayer d'extraire quels sont les grands thèmes qui sont abordés, les grandes idées qui sont présentées et les synthétiser. Ça n'a pas besoin du coup d'être une réponse très longue, mais il faut vraiment chercher à dégager vraiment ce qui est essentiel. Donc, je vois certains répondre.
Bon, bonjour aussi. Du coup, exactement, on parle de l'obésité chez les jeunes en effet. Question 1, dégager les idées principales. Donc du coup, toujours quand c'est un article, ne pas hésiter à dire d'où vient le texte qu'on vous présente, vous dégagez les idées principales du texte, présentez vite fait d'où vient ce texte. Donc cet article issu de Figaro Magazine met en évidence la progression du taux d'obésité chez les jeunes en 2017, 18% des élèves de 3e étant en surpoids, contre 5% et 5% en situation d'obésité. Donc ça, c'est la grande idée. Je vois que vous mettez plein de choses au fur et à mesure. Exact, c'est ça. On parle de l'obésité, on parle en effet des causes, on parle des inégalités sociales. Donc les grandes idées qu'il fallait dégager, c'était ça, l'idée que l'obésité est parfois plus présente chez les adolescentes que chez les adolescents, qu'il y avait une différence au niveau du sexe, et aussi que les inégalités, elles jouent un rôle important, puisqu'on avait vu que les enfants d'ouvriers avaient été plus victimes d'obésité que les enfants de cadres. Et dans un deuxième temps, ce texte, il met en évidence les causes, il propose des causes, des explications à ce phénomène, notamment en ce qui concerne la différence entre les habitudes alimentaires. Il souligne bien dans le texte que, par exemple, les garçons prennent souvent plus le petit déjeuner que les filles, qui sautent plus de repas, que éventuellement l'activité physique était quelque chose qui était plus fréquemment fait chez les enfants de cadre que chez les enfants d'ouvriers, même s'il rappelle qu'en effet, il y a plus de sport non encadré fait chez les enfants d'ouvriers et que du coup, c'est quand même plus compliqué de quantifier. Quand on vous demande de dégager les idées principales du texte, il faut certes donc vous ressortiez les idées du texte, vous pouvez toujours mettre un peu d'analyse personnelle dedans, c'est-à-dire sans aller dans une réponse très longue. Quand on vous dit dans le texte qu'au niveau de l'alimentation, les garçons par exemple prennent souvent plus le petit déjeuner que les filles, vous pouvez vous-même proposer des pistes qui expliquent que certaines personnes, que par exemple les enfants d'ouvriers soient plus en obésité que les enfants de cadre. Par exemple, l'accès à des aliments qui sont moins sains, à des aliments qui sont déjà cuisinés, qui sont moins bons pour la santé. Vous pouvez c'est toujours intéressant de donner des exemples et montrer que vous avez certes dégagé les idées principales, mais vous savez les analyser. Il ne faut pas juste citer le texte. Il faut essayer d'analyser un petit peu les données qui en sortent. Je lis un petit peu en même temps ce que vous marquez sur le chat. Égalité, ouais, très bien. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de dégager les idées sans chercher à tout prix à résumer ligne par ligne ce qui est présent dans le texte. Donc, très bien. Ensuite, du coup, la deuxième question, on vous demande de commenter le passage souligné. Donc, ce passage, je le relis. Ces évolutions sont marquées par de fortes inégalités sociales. Note Nathalie Guignon et ses deux co-auteurs, Marie-Christine Delmas et Laure Fontenot. Ainsi, 24% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale et 8% sont obèses, contre respectivement 12 et 3% des enfants de cadre. Alors, je vois quelqu'un en commentaire, il marquait « Est-ce que aller à la cantine influence l'obésité ?» Alors, la réponse est plutôt que permettre aux enfants d'aller en cantine, au contraire, normalement, c'est un endroit où la nourriture est censée être plutôt saine et variée, et c'est permettre d'éviter aux enfants de rentrer chez eux, de manger éventuellement, si les parents sont au travail, ils ne sont pas là pour leur faire manger des biscuits qui traînent dans le placard. Normalement, au contraire, l'accès à la cantine, c'est censé, on va dire, un peu réduire, pas réduire l'obésité, mais permettre d'offrir aux jeunes une alimentation plus équilibrée et leur éviter d'aller vers des aliments qui les feraient grossir. Donc pour la deuxième question, là, on vous demande de commenter. Donc, dès que vous voyez une question, on vous demande de commenter. Il faut vous dire qu'il faut que vous donniez votre avis. Alors, j'explique, je fais attention en disant ça. Il ne faut pas répondre en disant « je pense ceci, cela ». On vous demande de commenter, c'est-à-dire qu'il faut analyser la phrase qui est soulignée. Il faut essayer d'en tirer des conclusions, savoir donner des exemples, essayer d'analyser ce que l'auteur veut dire. On ne peut pas forcément dire, on ne vous demande pas votre opinion à vous, en tant que personne, on vous demande d'analyser ce qui est écrit en donnant des exemples. Voilà.
pour vous donner une petite piste pour préparer la réponse. Et non, ça c'est la correction, je vous la montrerai après. Et donc pareil, je vous laisse 5 minutes pour à peu près réfléchir un petit peu à la question. Vous pouvez noter au brouillon, n'hésitez pas, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, à noter dans le chat un peu vos idées et on en discute juste après. Vous avez le temps, on vous laisse encore 3 petites minutes pour répondre à cette question. Là, on vous présente, juste pour info, c'est un exercice, on vous présente les réponses de façon très succincte. Dans la réalité, lors de l'examen et même après, lorsque vous serez à l'IFSI, il faut toujours que vous rédigiez votre réponse. Vous ne pouvez pas répondre à ce genre de questions lors de l'examen, juste une phrase et mettre des petits tirets, ça suffit pas. Il faut toujours que votre réponse, elle soit bien rédigée, des phrases complètes, pas des phrases courtes avec une liste d'arguments en dessous. Prenez l'habitude de toujours bien rédiger votre réponse. La présentation, ça compte aussi dans les, ça donne des points. Et au contrario, si vous présentez mal, des points vous seront retirés, ce serait dommage. Donc, je pense qu'on peut passer à la correction. Donc, commentez la phrase soulignée. Vous inquiétez pas, si là on va un petit peu vite aujourd'hui, si vous n'avez pas eu le temps de finir, de toute façon c'est un exercice. Le but c'est justement que vous appreniez, que ce soit de plus en plus fluide pour vous à force. Ces évolutions sont marquées par des fortes inégalités sociales. Note Nathalie Guignon et ses 2 co-auteurs, Marie-Christine Delmas et Laure Fontenot. Ainsi, 24% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale et 8% sont obèses, contre respectivement 12 et 3% des enfants de cadre. Donc cette phrase, elle nous montre clairement que les enfants d'ouvriers sont plus touchés et par la surcharge pondérale et par l'obésité que les enfants de cadre. Clairement, c'est dit dans le passage souligné que l'obésité, on peut la lier aux inégalités sociales. Donc, comme réponse, on peut commencer par mettre les inégalités sociales ont un impact significatif sur la santé des jeunes, comme le met en évidence l'étude de Nathalie Guignon, Marie-Christine Delmas et Laure Fontenot. L'obésité affecte particulièrement les enfants issus de milieux défavorisés. C'est ça que je vous disais quand je dis qu'il faut toujours rédiger un petit peu, il ne faut pas mettre les idées comme ça, il faut présenter correctement votre réponse. Les raisons, du coup, une alimentation saine, ça c'est à vous donc d'amener en fait en fonction du texte que vous avez lu et de vos connaissances personnelles, amener des pistes de réflexion. Pourquoi finalement il y a plus d'obésité chez les enfants de cadre que chez les enfants chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadre. Donc il y a déjà l'alimentation. Les enfants de cadre qui ont plus de revenus ont la possibilité d'avoir accès à de l'alimentation plus saine, parce que on le sait, ça coûte plus cher d'acheter de la viande de qualité, des fruits et légumes de qualité, que parfois les produits tout prêts qu'on trouve dans le commerce qui sont très riches en sucre, en sel. Donc voilà, ils ont accès à une meilleure alimentation. Ensuite, l'accès à l'activité sportive, ça a été aussi présenté dans le texte. Les enfants de cadre, les parents parfois les moyens ou le temps de les amener à des activités qui sont encadrées, donc ils font des sports avec des professionnels, c'est encadré, ils se dépensent plus. Donc c'est aussi un facteur qui peut expliquer pourquoi il y a moins d'enfants obèses chez les cadres que chez les ouvriers. Alors, qu'est-ce que vous avez marqué là dans le commentaire? On peut se poser la question, pourquoi l'obésité marginale chez les familles pauvres? Peut-être à cause d'une alimentation équilibrée chez les riches. Exactement. Exactement. Voilà, très bien. Exactement, c'est ça. Ça, finalement, excusez-moi, c'est des arguments qui ont été présentés dans le texte. Nous, ce qu'on vous demande, finalement, dans ce genre de réponse, c'est rajouter des exemples concrets. Par exemple, en disant, on sait bien que les produits, les fruits et légumes sont plus chers que, par exemple, un produit une lasagne toute prête qui sort du congèle. Et ça, c'est pas dit dans le texte. Ça, c'est vous qui le savez. Vous devez l'ajouter. C'est un exemple qui va étayer finalement les propos. Excusez-moi. Donc, très bien aussi, le temps des parents, la préparation de repas, exactement. Les parents d'ouvriers qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas forcément qui gagnent pas assez d'argent pour prendre le temps d'aller chercher leurs enfants, leur faire à manger, les enfants se retrouvent à devoir préparer à manger tout seuls. Ils font aussi des choses pas équilibrées, ou alors ils sautent des repas, ou alors ils vont prendre un sandwich vite fait, un kebab, on sait rien, juste des gâteaux. Et ça aussi, ça favorise finalement l'obésité.
Comme autre piste que vous pourriez ajouter également, on l'a mis à côté, à savoir la prévention et le dépistage de l'obésité deviennent plus complexes, accentuant les écarts entre les différentes catégories sociales. Ça, vous voyez, c'est un bon exemple d'exemple que vous pouvez donner de culture générale, puisque c'est quand même le thème de l'exercice, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins et d'infirmières scolaires dans tout notre système éducatif. Donc, quand il y a des situations d'obésité, finalement de surpoids d'obésité, ben, c'est moins diagnostiqué, parce que comme il y a moins de professionnels qui encadrent les élèves, l'obésité, le surpoids a le temps de s'installer et c'est toujours beaucoup plus compliqué d'enrayer cette maladie une fois qu'elle est là, quoi. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait aussi travailler, remettre du personnel soignant, médical et paramédical dans les écoles pour qu'il y ait un meilleur accompagnement, pour qu'il y ait de la prévention qui soit vraiment mise en place, en proposant, par exemple, ça a été fait dans des collèges et des lycées en France, de proposer un petit déjeuner aux enfants le matin pour leur apprendre à manger correctement, mettre en place des bonnes habitudes. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples que vous pouvez placer sans aller loin dans la rédaction dans votre réponse. Quand vous vraiment vous dire que quand il y a une question, on vous dit commenter, c'est ça qui est attendu, c'est-à-dire vous partez sur ce qui est dit. Là, en gros, la phrase soulignée, on nous donne juste les chiffres, qu'il y a plus d'enfants ouvriers qui sont obèses que d'enfants de cadre, et vous devez expliquer ce phénomène, et avec les éléments du texte, et des éléments de vos connaissances à vous. Et il n'y a pas besoin d'aller loin dans la citation, on ne vous demande pas de citer tel ou tel document, tel ou tel article, on ne vous demande pas d'aller aussi loin dans la réponse, mais au moins d'utiliser vos connaissances personnelles, quoi. Tout simplement. Donc en tout cas, j'ai vu dans le chat qu'il y avait de très bonnes réflexions, donc c'est très bien. Continuez comme ça. Ensuite, donc là, on va faire un petit focus sur la méthodologie. Je ne sais pas si vous venez, je reviens un petit peu en arrière. La troisième question, c'était, selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes? Dès que vous avez une question comme ça assez ouverte, faut vous dire qu'il faut toujours rédiger votre réponse un peu sous la forme d'une dissertation. Alors, paniquez pas, ça ne veut pas dire une dissertation de 6 pages, ne vous inquiétez pas, mais ça veut dire qu'en termes de méthodologie et de structure, votre réponse, elle doit toujours avoir une introduction, un développement et une conclusion. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça fasse 3 pages, encore une fois. Si c'est une petite question comme ça en 30 minutes, on n'attend pas à ce que vous produisiez une énorme dissertation. Mais en fait, ce qui s'explique bien doit être bien conçu. Donc, c'est-à-dire que vous devez prendre l'habitude de toujours structurer bien votre pensée, structurer votre écrit, et pour ça, utiliser la forme d'une dissertation. Encore une fois, faites attention, là on vous dit selon vous, donc ça veut dire que vous allez devoir rédiger votre réponse, mais il ne faut pas que vous disiez je tout le temps dans votre rédaction. On vous demande de présenter vos idées, d'argumenter, on veut voir vos arguments, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous devez répondre en disant je pense ci ou je pense ça. C'est pas attendu, c'est pas ce qu'on attend à l'écrit. De toute façon, à l'écrit, on vous demandera rarement de vous exprimer à la première personne. Donc on va faire un petit focus méthodologie. Déjà les attendus d'une dissertation, une rédaction qui doit être personnelle. Donc pas réciter le cours et le texte, mais rebondir sur l'idée commandée. Alors encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas paraphraser le texte en le récitant tel quel. Si vous avez eu un cours dont vous vous rappelez, il ne faut pas le réciter tel quel. Il faut toujours essayer de s'adapter. Le lecteur, enfin le jury, le professeur, la personne qui va vous évaluer, elle va en sentir si c'est quelque chose ressorti tel quel ou si il y a une analyse personnelle et c'est ce qu'on veut voir. Ensuite, il faut que ce soit cohérent. Évitez les termes trop difficiles que vous ne maîtrisez pas. Évitez les phrases trop longues, trop complexes. Il faut essayer d'être en fait le plus clair, peut-être concis, pour être efficace, ne pas vous perdre dans des phrases trop longues. Une fois, ensuite, utilisez des exemples. Ça, c'est très, très important. Globalement, à chaque argument que vous allez présenter, il faut que vous l'illustriez par un exemple. Concrètement, comme on a fait juste avant, de dire les riches, ils ont meilleur accès à l'alimentation que les plus pauvres. Exemple, on sait que les prix du légume, des fruits, ça coûte beaucoup plus cher que les prix d'un kilo de pâtes. Donc, normal que les gens pauvres mangent que des pâtes. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée, que des fruits, légumes qui coûtent extrêmement cher. Voilà, donc c'est ça. Et les exemples, à chaque argument, normalement, que vous présentez, vous devez donner un exemple. Et enfin, dernier attendu très important, problématiser, à vous de dégager le problème du sujet. Là, la question, je rappelle, c'est où est-ce qu'elle est, pardon.
Je l'ai passé, excusez-moi. Selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes? Bon, ici, votre problème, la question, elle est assez claire, donc vous n'aurez pas de problème. Mais parfois, la question est plus difficile à trouver. C'est à vous de problématiser le sujet, trouver sur quel axe il faut travailler. Donc ensuite, les étapes à suivre. La première étape, donc, c'est l'analyse du sujet pour justement éviter le hors-sujet et partir, sur quelque chose, qui a rien à voir. Il y a différentes choses à faire. Observer les références de la citation. Donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, ça va être une citation, la question. Je vous ai dit, ça peut être, comme aujourd'hui, une question sur un texte, mais ça peut aussi être sur un thème un peu plus conceptuel. Par exemple, le savoir-être s'apprend-il? Qu'en pensez-vous? Là, quand vous avez ce genre de questions, ça sous-entend qu'il y a 2 thèses à défendre, oui et non. C'est à vous de savoir dans quel sens argumenter finalement votre dissertation. Dans des citations, par exemple, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours, c'est une citation. Essayez quand vous avez le nom de l'auteur, de réfléchir à qui est cet auteur, de quelle époque, dans quelle époque il a évolué. Et cela, ça vous permet déjà d'avoir un peu une idée, quels étaient les arguments de l'auteur. Et ça peut vous aider à mettre en place votre plan après, savoir dans quel sens rédiger votre dissertation. Ensuite, quand vous avez comme ça un sujet, ce qui est important, c'est de définir les mots-clés. Donc, soit par étymologie, par des synonymes, par périphrase. Le but, c'est vraiment de vous approprier la question en définissant bien les termes pour être sûr qu'on parle à des bonnes choses. Par exemple, si un sujet, c'est le savoir-être, qu'est-ce que le savoir-être? Ça correspond à quoi exactement? À quoi ça vous fait penser? Vraiment, prenez un temps. Donc tout ce temps-là est au brouillon, vous jetez les mots sur une feuille et vous réfléchissez vraiment au sens de chaque mot. Ensuite, analysez la forme de la citation ou de la question. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une affirmation? Il y a des sujets, ça va vraiment être... est-ce que je peux vous donner un exemple? Par exemple, la relation patient-infirmière ne se limite-t-elle qu'aux soins? Clairement, c'est une question. Donc déjà, si vous avez une question, vous savez que vous allez devoir répondre dans la dissertation en défendant d'un côté le oui, ça se limite par exemple qu'aux soins, mais non, ça ne se limite pas qu'aux soins. Il y aura toujours une petite ambivalence, la thèse, antithèse. Alors que parfois, ça peut être au contraire une affirmation, et c'est à vous de commenter cette affirmation. Il faut bien faire la différence finalement entre cette question initiale, parce que elle va vous guider un peu sur la façon dont vous allez organiser votre rédaction derrière. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, si je vais un peu vite ou si certaines choses que je vous dis sont un peu trop floues. Et enfin, reformuler la citation pour en clarifier le sens. Donc ça, c'est important. Ça montre aussi que vous avez compris la question. C'est-à-dire dans votre rédaction, quand vous ferez votre introduction et que vous expliquerez quelle est la question posée, il ne faut pas la ressortir telle quelle. Il faut la reformuler avec vos propres mots. Déjà, encore une fois, ça montre que vous avez compris et puis ça clarifie vraiment le travail. Ensuite, la deuxième étape, du coup, rechercher les idées, les exemples et la création de la problématique. Donc là, toujours une partie qui est au brouillon. Là, on prend le temps de l'expliquer et c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, mais vous verrez qu'avec le temps, vous ferez ça de façon assez automatique et rapide, toujours au brouillon. Collecter les idées, les exemples. Associer les idées et noter vos pensées. Là, vraiment, c'est un peu la partie au brouillon. Vous notez tout ce qui vous passe sur la tête quand vous pensez à ce sujet. Excusez-moi. Vous notez, par exemple, si vous avez vu un reportage il n'y a pas longtemps à la télévision qui parle du sujet, ah tiens, il y avait cet exemple qui était pertinent, je me le note, il me fait penser à ça. Vos connaissances personnelles, si vous avez entendu quelque chose aux informations, etc. Donc, vraiment noter toutes les idées qui vous viennent en tête. Et en fait, en faisant ça, après, vous pourrez finalement associer ces idées. Donc, moi, souvent, quand je donne l'exemple, pourquoi pas prendre un stabilo ou un stylo d'une autre couleur. Et en fait, mettez de la couleur avec les idées finalement qui se ressemblent. Par exemple, dans le cas précis du devoir aujourd'hui, toutes les idées qui relèvent d'améliorer l'alimentation, vous les mettez d'une couleur. Tout ce qui est en rapport avec l'activité physique, une autre couleur. Tout ce qui est en rapport avec le manque d'encadrement, de professionnels de santé, etc., une autre couleur. Et en fait, finalement, en groupant vos idées comme ça vous permet
d'articuler finalement votre plan pour la suite, savoir comment vous allez organiser votre argumentation. En faisant tout cela, ça va aussi finalement permettre de dégager la problématique, donc formuler la problématique, donc qui est la question centrale, la thèse à défendre. Ici, encore une fois, finalement, c'était assez simple puisqu'elle était clairement expliquée dans le sujet. C'était selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes. Donc vous comprenez assez facilement que vous allez devoir argumenter, chercher différents arguments pour lutter contre l'obésité, en les regroupant en grande partie, comme je vous ai cité juste avant, mieux prendre en charge l'alimentation par exemple, favoriser la pratique du sport, etc. La troisième étape, du coup, c'est la construction du plan détaillé. Donc ça, c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui. Je suis désolée, j'arrête pas de tousser. Donc le plan, c'est vraiment ce que vous allez faire un peu au brouillon pour structurer votre argumentation. Donc savoir qu'il y a différents types de plans. On va dire il y en a il y a des structures classiques qu'on peut ressortir à peu près tout le temps. Mais que tous les plans ne se valent pas en fonction des sujets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand c'est par exemple des questions où c'est oui, où on vous demande un avis, oui ou non, vous savez que dans une première partie, vous allez défendre l'idée que oui, telle chose est possible, et dans la deuxième, vous allez dire non, mais il y a des limites, etc. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Là, ce sera un plan, on va dire, plus thématique, en fait, où chaque partie défendra une idée précise. Le plan, globalement, 2 ou 3 parties, pas plus. 2, ça va être très simple, quand c'est oui ou non, ça coule de source. 3 parties, autant de parties que finalement qu'il y a d'arguments à développer. Et que toujours quand on fait notre plan, toujours commencer par l'idée la plus percutante, la plus évidente, on va dire, et ensuite les arguments, on va dire par pertinence, c'est-à-dire le plus pertinent en premier et le moins pertinent en dernier. Et que chaque argument doit toujours être accompagné, ce que je disais tout à l'heure, d'exemples concrets. Ce que je dis en dessous, à savoir, le plan doit suivre une progression logique et fluide en commençant par les idées les plus évidentes afin d'aborder les concepts plus complexes. Donc concrètement ici, en premier, spontanément, on va tous avoir envie, quand on parle de l'obésité, de parler de l'alimentation, après de l'activité sportive, et puis le dernier argument un peu plus subtil, par exemple, le fait qu'il y a un manque de professionnels pour accompagner les jeunes. La dernière étape, donc, c'est la rédaction. Donc concrètement, au brouillon, vous n'allez pas rédiger votre dissertation, vous n'aurez pas le temps. Je vous rappelle que vous avez entre 20 et 30 minutes en fonction si c'est un devoir que de dissertation que vous aurez le jour J ou avec les autres questions comme on a fait tout à l'heure. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc faire déjà l'introduction. On reverra aussi un petit peu comment organiser une introduction un peu plus en détail. Déjà, à quoi elle sert? L'introduction, elle sert à amener le sujet, poser la problématique et annoncer le plan. C'est vraiment la présentation de votre devoir. Ce qui est important, ce qu'on retrouve beaucoup dans les rédactions et ce qu'il faut essayer d'éviter de faire, c'est que les étudiants ont souvent tendance à balancer comme ça la question dès le début. Et ça, il faut éviter de le faire. Il faut commencer par mettre un peu un contexte, une accroche. Par exemple, de nos jours, on constate qu'il y a de plus en plus d'obésité chez les jeunes. Vous voyez, ça, c'est une phrase de contexte. On ne lance pas directement la question. Donc, l'introduction, moi, je vous conseille d'essayer de la rédiger au brouillon parce que finalement, c'est la première chose que le lecteur va lire et c'est important qu'elle soit bien faite, qu'elle donne envie de poursuivre la lecture. Ensuite, le développement. Chaque partie débute par une idée directrice composée d'arguments et d'exemples. Donc ça, on est déjà pas mal revenu là-dessus. Et enfin, la conclusion. En fait, la conclusion, elle répond à la problématique initiale qui était énoncée dans l'introduction. Et en fait, elle répond, si possible, du coup, à la problématique et elle ouvre éventuellement sur une autre question. Voilà, c'est la conclusion. Les conseils qu'on peut vous donner. Déjà, au niveau de la présentation, essayez de soigner la mise en page.
c'est-à-dire que faut aérer votre rédaction. Essayez de bien faire des paragraphes. Un paragraphe pour l'introduction, un paragraphe par idée dans le développement, un autre paragraphe distinct par la conclusion. N'hésitez pas à faire un alinéa, un espacement au début du paragraphe pour bien indiquer que vous commencez un nouveau paragraphe. Donc, voilà la mise en page. Ensuite, le style. Évitez les jargons, les phrases trop longues ou les phrases familières. Moi, quand on fait des oraux avec ULSO, j'ai souvent tendance à dire aux étudiants, quand je corrige leur copie, faites très attention, vous utilisez un langage parlé à l'écrit. C'est-à-dire qu'à l'écrit, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on n'utilise pas exactement le même langage que quand on parle tous les jours. On a un langage un petit peu plus soutenu. Et ça, c'est important de ne pas écrire comme on parle tous les jours. Ça fait un peu trop familier. Et enfin, j'insiste encore une fois sur les exemples. Pas hésiter à en donner. Si on a des références précises, on peut les mettre. Sinon, déjà avoir des petits exemples, c'est déjà très bien. Et surtout, il faut que les exemples soient pertinents et bien adaptés à l'argument qu'on développe. Je vois Gaëlle, pour la préparation de repas, le temps des parents, très bien. Ouais, tout ça, c'est des bons exemples, des bons arguments à développer pour le sujet. Et enfin, les critères d'évaluation, que vous sachiez un peu quels sont les attendus, sur quoi on va noter votre dissertation. Déjà, la pertinence de l'analyse du sujet, si vous avez bien compris quelle était la question posée. Ensuite, la problématique, si elle est bien identifiée, si elle est bien posée. La qualité du plan et la cohérence de l'argumentation. Donc, est-ce que votre développement derrière c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que vous rédigez un plan. Est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est logique? Est-ce que les idées sont bien regroupées entre elles, entre thèmes? Donc ça, on va évaluer. La véracité, la précision des exemples. Donner des exemples faux, ça vous sera enlever des points. Et la syntaxe et l'expression. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Faites attention aux fautes de syntaxe, fautes de conjugaison, fautes d'orthographe autant que possible. Et puis, utilisez un langage adapté à l'écrit. On n'écrit pas comme on parle, encore une fois. Du coup, on va revenir à l'épreuve de culture générale. Là, ce qui va se passer, c'est vous allez pouvoir vous remettre sur le petit lien que vous avez mis en ligne si vous voulez revoir les questions. Selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes? Et donc là, on va de nouveau vous laisser 5 minutes pour essayer de réfléchir à un plan. Pour l'instant, on ne vous demande pas plus, on ne vous demande pas de faire l'introduction, la conclusion, de rédiger quoi que ce soit, juste de faire un plan. Vous mettez grand 1, tel thème, les sous-idées qu'il y a dessous, grand 2, etc. Donc voilà vraiment ce qui est attendu là tout de suite. Je vais me remettre un petit chrono et puis on vous laisse 5 minutes pour travailler tout ça. N'hésitez pas, de toute façon, je lis les questions en même temps sur le chat s'il y a des petites questions. Alors Gaëlle, Julie, tu dis dans un premier temps, j'expliquerai les causes de l'obésité puis les mesures que l'on peut proposer. Donc là, la question, pour rappel, c'est selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse de l'obésité chez les jeunes? Donc là, clairement, il vous demande vraiment de parler des mesures. Il ne vous demande pas spécialement d'expliquer quelles sont les causes de l'obésité. À la limite, directement, on le sait déjà. On vous demande directement les mesures. Donc, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez organiser votre plan, mais ce n'est pas forcément pertinent de faire une grande première catégorie, quelles sont les causes de l'obésité, et ensuite, quelles sont les mesures qu'on peut prendre, puisque là, clairement, on vous demande de vraiment développer l'aspect mesure. Donc, il faut plutôt que vous essayiez d'articuler votre plan sur les différentes mesures. Donc, des mesures, par exemple, qui concernent l'alimentation. Et là-dedans, vous rappelez que ils n'ont pas forcément accès à des aliments sains de qualité, que c'est très préparé, que les parents n'ont pas forcément le temps de leur préparer à manger, etc. Donc là, vous revenez un petit peu finalement sur les causes, vous donnez des exemples et vous proposez des pistes. Mais ce n'est pas forcément pertinent pour ce sujet de faire qu'une grosse partie cause et une grosse partie mesure. Donc, voilà, pas hésiter à proposer d'autres choses dans le chat, mais après on a déjà assez, on a bien parlé pendant finalement l'exercice où on venait sur le point méthodologie un peu de comment vous pourriez finalement organiser votre plan pour cette question-là. On va pas je vais vous laisser encore un peu 30 secondes et puis après on va passer un peu à la correction, vous donner un bon exemple de plan détaillé qu'on pourrait faire
pour ce thème-là. Alors Gaëlle disait dans un premier temps, j'expliquerai les causes de OK. Alors Marlène, je viens voir la réponse. L'obésité aujourd'hui représente un danger pour notre santé et donc essentiel de prendre des mesures pour pallier à ces problématiques. Ça, par exemple, c'est un bon exemple d'accroche pour l'introduction, en effet. Et de façon d'amener le contexte, comme je vous disais, et de pas d'emblée annoncer le plan. Je vais procéder à la correction. Je vais vous donner un exemple justement que j'ai rédigé d'introduction possible pour ce type de sujet. Donc, selon vous, quelles mesures peuvent être prises afin de diminuer cette hausse d'obésité chez les jeunes? Notre réponse d'introduction pourrait mettre l'obésité, en particulier chez les jeunes, est un problème de santé publique croissant dans les pays développés. Elle touche particulièrement les milieux défavorisés. Les enfants d'ouvriers seraient en effet plus concernés par la surface pondérale et l'obésité que les enfants de cadres. Parmi les facteurs favorisant cette situation, on peut citer le mode d'alimentation, la pratique du sport et l'accès aux soins. Il est donc nécessaire de mettre en place des actions dans ces secteurs afin de réduire ces inégalités et améliorer la santé des jeunes. Vous voyez, avec cette introduction que je viens de vous donner, j'ai remis le contexte, rappelé que l'obésité, c'est un problème de santé publique, elle touche davantage les enfants de milieux défavorisés. Ensuite, finalement, j'ai annoncé mon plan, la problématique et le plan. Et là, maintenant, je peux partir sur mon développement. Je lis un petit peu vos commentaires. Du coup, on peut effectuer qu'un plan avec plein d'explications en dessous. Alors, oui et non. Du coup, on peut effectuer un plan avec plein d'explications. En fait, l'idée, c'est pas de mettre plein d'explications à la suite, c'est vraiment de regrouper. Il y a des grands thèmes, vous voyez. Là, finalement, on va faire une première partie axée sur l'alimentation, une deuxième partie axée sur le sport et une troisième partie axée sur l'accompagnement paramédical. Et là, on va donner plein d'explications, on va pouvoir donner plusieurs exemples pour étayer ces arguments. Mais ça ne va pas juste être une suite de plein d'exemples. Il faut essayer de structurer un peu. C'est ça les attendus finalement du plan. Hop, prévention obésité, manger équilibré, faire du sport, etc. L'introduction, moi là je l'avais lu, on verra après, je reverrai après si je peux vous la remettre ou si on vous mettra accès à une correction avec le replay. Là tout de suite, je ne peux pas vous la mettre. Pour éventuellement vous la redire plus tard si vous souhaitez. Du coup, le plan. Grand 1, l'éducation alimentaire. Là, on en a assez parlé, on est vraiment revenu dessus. C'est vraiment pour lutter contre l'obésité, la première chose qui me vient spontanément à l'esprit, c'est de travailler tout ce qui est l'alimentation. Et là, évidemment, il y a plusieurs arguments. L'importance d'une alimentation équilibrée, éviter les mauvaises habitudes alimentaires, à savoir manger que des petits gâteaux au petit déjeuner ou sauter des petits déjeuners, ce genre de choses. Ensuite, la prise de repas réguliers. Donc voilà, encore une fois, pas sauter le petit déjeuner. Le repas du midi, qu'il est important. Donc favoriser l'accès, rappeler l'accès à la cantine. Ça, c'est le point qui arrive après. Et donc là, donner des exemples. Par exemple, favoriser l'accès à la cantine. Si on sait que les familles défavorisées ont du mal à payer la cantine, c'est éventuellement leur proposer des tarifs moins élevés pour eux. Leur permettre, par exemple, de payer différemment. S'il y a des payer avec d'autres façons, des chèques, par exemple culture, etc. Essayer de réfléchir à des façons pour que les familles puissent payer et mettre leurs enfants à la cantine. Donc, globalement, dans le grand 1, vous allez mettre toutes les idées, tous les exemples qui ont rapport à l'alimentation. Ensuite, dans la deuxième partie, vous allez pouvoir parler plus de tout ce qui est activité physique. Et là, de nouveau, vous voyez, on a mis A, B, C, D, différents types d'arguments qu'on peut développer. La pratique du sport de façon encadrée, par exemple, ça veut dire que si les enfants d'ouvriers en font moins, c'est aussi parce que ça coûte cher. Donc, peut-être essayer d'adapter aussi pour que les enfants d'ouvriers aient des tarifs réduits, par exemple, pour ces activités sportives. On peut proposer aussi d'aménager du temps de sport à la fin des cours, surtout quand c'est dans les zones rurales où il y a beaucoup de trajets à faire, où les parents ne peuvent pas forcément amener les enfants parce qu'ils travaillent. Si c'est juste à la sortie des cours et que c'est à côté du collège, les enfants peuvent y aller tout seuls, ça leur permet de faire du sport et ça évite aux parents finalement d'assurer les trajets. Adapter les modes de paiement des cotisations sportives, par exemple favoriser encore une fois les chèques culture pour payer les cotisations et permettre aux enfants une fois de plus d'avoir accès au sport.
et augmenter le temps consacré de sport sur le temps de cours, faire proposer plus d'activités sportives à l'école. Par exemple, tous les jours, il y a dans certains pays, ils font ça, tous les jours, on commence la journée par des étirements, un peu de gymnastique, etc. C'est aussi des pistes, tout ça, ce sont des exemples, des pistes, des arguments pour favoriser l'activité physique. Et enfin, en troisième partie, vous auriez pu développer tout ce qui est les arguments autour du manque de personnel médical et paramédical. C'est d'autant plus pertinent de parler de ça puisque vous passez le concours pour être infirmier. Donc, il y a des infirmiers scolaires, c'est important de le rappeler. Donc, renforcer les équipes médicales et paramédicales, savoir qu'il n'y en a plus assez. En mettant davantage, finalement, on coordonne mieux les actions. Quand il y a des actions de prévention, on permet de mieux les coordonner sur les différents établissements et au sein même d'un établissement sur les différentes classes. Et surtout, ça permet de mieux suivre les élèves, de mieux repérer quand il y a des élèves qui sont dans des situations d'obésité et puis de leur assurer un suivi sur le long terme. Et en deuxième point, donc vraiment mettre en place des dépistages précoces des troubles alimentaires et de l'obésité. Encore une fois, faire de la prévention, rappeler ce que sont les troubles alimentaires et essayer de repérer finalement les élèves qui souffrent déjà de ces troubles. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, là, c'est un plan. Vous, l'intérêt, finalement, c'est de reprendre ces idées et vous rédigez, en fait, à partir de ces idées. Vous faites votre plan brouillon et après, vous rédigez votre dissertation directement au prof. Je veux dire, vous ne rédigez pas la dissertation en entier au brouillon. Vous prendrez trop de temps sinon. Et suite à ça, vous avez la conclusion qui résume un peu ce que vous avez dit et qui ouvre finalement, qui peut aussi ouvrir sur un autre sujet, si le lien est pertinent. Après ça, c'est à vous de voir. Je peux vous donner un exemple de conclusion pour le sujet. Réduire l'obésité chez les jeunes a un coût important, financièrement et humainement. Elle nécessite une approche globale alliant éducation alimentaire, promotion de l'activité physique, renforcement du suivi médical et lutte contre les inégalités sociales. Enrayer ces inégalités est une des missions de l'État social tel qu'il est conçu en France. Cela englobe l'ensemble des interventions qui visent la protection, le soutien, le bien-être et la justice sociale. Il s'agit d'une véritable mission de service public. En mettant en place des actions adaptées, il sera donc possible d'améliorer la santé des enfants et de limiter les écarts entre les différentes catégories sociales. La prévention et l'accompagnement doivent être au cœur des stratégies de santé publique pour offrir à chaque enfant les meilleures conditions de développement et de bien-être. C'est en prenant soin des jeunes que nous créerons demain un avenir où les adultes seront en meilleure santé. Cette dynamique gère alors un cercle vertueux favorisant une meilleure santé des adultes tout en allégeant le budget social du pays. Donc voilà un exemple type de conclusion pour cet exercice. Donc voilà un peu pour toute cette présentation. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous avez pensé, si vous avez des questions, des remarques. Voilà. Merci beaucoup Lorraine, en tout cas c'était top. J'ai vu qu'il y avait pas mal eu d'échanges sur la messagerie, donc encore merci à toi, c'est très sympa et je pense que ça vous a tous fait un petit peu travailler. Merci à vous aussi Gaël d'avoir participé. Bon déjà j'espère que vous avez tous trouvé cet entraînement très sympa. Ça vous donne vraiment un avant-goût de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je voulais aussi avancer là pour conclure aujourd'hui sur les modalités plus généralement de la préparation, parce que au-delà de cette épreuve donc littéraire et de culture générale, on va aussi vous faire travailler sur bien sûr l'épreuve de mathématiques et bien l'oral devant les jurés du concours. Là, l'ambition, c'était moi de reprendre voilà un petit peu les contours de notre accompagnement. Et les grandes caractéristiques qui font voilà qui pourraient vous plaire ou pas forcément par rapport à notre accompagnement et qu'on puisse en discuter parce que le chat est toujours ouvert là pour vos interactions. Voilà. Donc déjà moi quand je conclus sur ce genre d'exercice, c'est important de bien quand même vous dire que la formation elle reste totalement flexible. D'accord? Dans le sens où déjà vous pourrez démarrer un accompagnement avec nous quand vous le désirez. D'accord, mais aussi que dans vos semaines d'activité, de travail, etc., et aussi bien sûr de vos vies perso, vous pouvez avancer sur ces modules, culture générale ou autre, seul ou avec un professeur, quand vous voulez, avec un planning de préparation du coup qui est sur mesure. Et, et oui, Sandrine, par rapport à l'impression de devoir repasser le bac, alors je vous rassure, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus orientées sur le métier, les métiers du paramédical, même si oui, ça peut déborder sur des points un peu plus scolaires qui font penser au collège, au lycée ou aux études supérieures parfois selon les modules.
pour en revenir sur la flexibilité, en fait, nous, en fonction de vos contraintes, de vos disponibilités, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit les modules de cours dans une semaine type qui correspond au temps que vous allez pouvoir vous dégager. Donc, l'emploi du temps, c'est à votre image et c'est totalement modulable. D'accord? Si vous me dites que vous êtes, je ne sais pas moi, un papa aide-soignant, par exemple, qui travaille de nuit, mais que sur une semaine, votre planning change complètement, ou bien, je ne sais pas moi, qu'un dimanche, vous avez finalement un dîner de famille, vous pouvez décaler votre cours particulier ou votre module de culture générale au lendemain, au lundi, par exemple. Vous voyez? Si je prends un peu les extrêmes, nous, on peut très bien vous faire travailler sur la préparation 3 heures par semaine comme 30 heures par semaine. Tout est une question d'adaptation, mais que ce soit Lorraine ou le reste des équipes, on fait un roulement et donc on est très disponible pour vous en semaine, mais aussi les week-ends, notamment pour les points de suivi et les cours particuliers, parce qu'on ne se voit pas voilà, juste vous faire un accompagnement du lundi au vendredi, vu parfois les emplois du temps et les conflits qu'il peut y avoir en termes de logistique. Voilà, donc pas de temps imposé. Vous vous connectez à la plateforme et avec les équipes quand vous voulez, selon aussi vos tâches du jour. Vous les faites, vous les validez et vous avez aussi les corrections. Et puis, alors peut-être une question là plutôt pour toi, Lorraine, qui est intéressante de la part de Sandrine. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Oui, je vais avoir faut-il lire régulièrement le journal comme j'ai déjà entendu. Alors sans aller jusqu'à lire le journal, moi je conseille au moins, maintenant on est hyper connecté, que ce soit à internet, tout le temps, enfin rien qu'ouvrir, Google, regarder les premières à chaque fois, on a les au moins les grands titres, avoir une idée des grands titres de ce qui se passe dans le monde, ça c'est important, et pour, l'écrit et même pour l'oral, on peut vous demander, ben, ce qui se passe dans le monde si vous êtes un petit peu au courant, la dernière réforme, sur, l'accompagnement en fin de vie, enfin voilà. Vous allez avoir beaucoup de choses à travailler. Vous mettez pas la pression en disant faut que je lise le journal absolument tous les jours, mais au moins vous pouvez rien que vous passez devant un kiosque quand vous allez dans la rue, mais au moins vous regardez les gros titres et vous avez au moins une idée de ce qui se passe. Ça c'est déjà bien. Mm. Ouais, c'est clair. Se tenir informé de ce qui se passe autour de nous dans le domaine du paramédical. Donc, c'est pour ça aussi que si ça doit être plutôt, Mm. en effet, plutôt des recherches Internet sur votre domaine plutôt que le journal qui va évidemment recouper beaucoup d'autres nouvelles. Mm. Ça peut être très, très intéressant. Et puis, pour reprendre aussi sur notre préparation, en discuter directement avec les équipes, ça peut toujours être des échanges très intéressants. D'accord. Mhm. Je passe maintenant vraiment au côté pratique de la préparation. En fait, on met le paquet et tout est fait pour que vous soyez bien entraîné sur les 2 écrits et l'oral qui vont vous attendre. En fait, on fait de gros efforts là-dessus parce que le but, c'est d'enlever un maximum de stress, même si on ne peut pas le supprimer tout bonnement, mais quand même donner de la sérénité avec un nombre certes limité, mais très, très élevé, comme vous pouvez le voir là sur la diapositive, de corrections. D'accord. Sur la partie écrit, on va travailler entre 15 et 25 concours blancs selon les accompagnements et selon vos besoins à chacun. Voilà. Vous avez donc accès à des examens sur l'ensemble des matières, donc les maths, la culture générale et l'épreuve d'application, donc l'épreuve orale. Et vous faites ces épreuves en conditions réelles avec une correction derrière qui est personnalisée, faite par notre équipe de professeurs, dont Lorraine, évidemment. Donc là, je me permets une petite parenthèse. Si vous avez aussi commencé à regarder les offres d'autres organismes qui préparent à ce concours infirmier, vous avez peut-être pu voir que le nombre de concours blancs était plutôt bien supérieur dans ce qu'on fait par rapport à ce qui se fait habituellement. Nous, c'est vraiment un positionnement, un choix qu'on a fait parce qu'avec l'expérience, le but, c'est d'être réellement encadré. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire 20 écrits blancs, mais au moins, ça vous donne cette certitude. Nous, étant donné qu'on est une équipe plutôt bien structurée avec de l'expérience, on peut vous mettre ça à disposition. Donc, ça ne sert à rien de faire de la rétention d'informations ou d'annales de concours des années précédentes si on peut vous partager tous les savoirs et vous rassurer par la même occasion. Ce n'est pas qu'une question de perfectionner vos connaissances, c'est aussi vous rassurer par rapport à ça. Et donc, pour accélérer un peu, c'est la même chose sur l'oral. D'accord? On en fait entre 10 et 15. C'est des simulations en visio avec à chaque fois un professeur. On est toujours sur de l'individuel. D'accord? Face caméra, vous pouvez prendre un rendez-vous et là, en fait, que ce soit sur une épreuve de motivation, une épreuve, des sujets un peu plus variés comme l'actualité, on vous choisit un sujet adapté et on vous entraîne là-dessus comme si vous y étiez réellement. Voilà. Et on a aussi, nous, chez UPSO, notamment pour les profils qui sont vraiment en totale reconversion, dans un accompagnement renforcé, un certain nombre, en plus du suivi de cours particuliers, où c'est encore aussi l'occasion de parler, pourquoi pas, de l'actualité, entre autres. D'accord. Nous, la seule chose qu'on ne fait pas en réalité chez UPSO, ce sont des cours collectifs.
d'accord, comme pas mal d'autres organismes d'ailleurs peuvent le faire. Nous, on préfère voilà, privilégier une progression, enfin un suivi de progression individualisé. On vous met un prof dédié juste pour vous, d'accord? Et on ne vient pas aussi, en termes d'emploi du temps, vous embêter tous les jours sur des créneaux qui pourraient être en conflit avec votre vie de famille ou votre emploi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment sur la partie entraînement pur et dur. N'hésitez pas, hein, si des choses ne sont pas claires à ce niveau-là, je reviens dessus. Mais plus généralement, là, vous voyez à l'œuvre sur la diapositive un de nos accompagnants qui s'appelle Marin. C'est un de nos coachs qui suit les élèves dans le cadre de la préparation. Tous nos candidats, sans exception, ont accès à un suivi parce qu'une simple formation en ligne à distance, honnêtement, elle ne fonctionne pas. D'accord? Vous ne pouvez pas juste être seul 100% du temps derrière un écran sans humain en face. D'accord? Donc, on a des coachs qui sont dans toute la France, mais aussi une bonne partie au sein de notre direction, donc à Lyon, qui assurent un suivi quotidien du début à la fin de l'accompagnement. Et ça, on le fait nous sur toutes nos préparations de concours et tous nos diplômes. C'est vraiment pas une option, c'est hyper important. Comme ça, dès que vous vous inscrivez, on vous lance dans un programme de suivi et on sait qu'on vous suit, nous, jusqu'au bout, c'est-à-dire votre obtention du concours et aussi s'il y a besoin de vous renseigner sur le financement des 3 ans d'école, de vous rassurer sur telle ou telle connaissance pour votre entrée en première année d'IFSI. On est là également. Donc, voilà, un coach là comme Marin que vous avez à l'image, il peut vous répondre sur le choix de vos options sur un concours, comment s'inscrire, quand est-ce que vont tomber vos résultats, même si ça dépend beaucoup d'une école à une autre. On vous renseignera, nous, sur des rendez-vous individuels, sur quelles sont les dates du prochain concours pour vous, d'accord? Parce que d'une région à une autre, ça peut changer. En tout cas, voilà à quoi servent aussi nos coachs en cours d'accompagnement. On n'est pas là que avant de vous inscrire pour vous renseigner. On le fait aussi tout au long de l'accompagnement parce que quand vous venez nous voir, vous n'avez peut-être pas encore toutes les questions que vous allez avoir sur un an. Voilà un peu l'idée. Tout cela est centralisé sur notre plateforme. La plateforme Upso, c'est vraiment un outil à nous. On a une petite équipe de 6 personnes aujourd'hui qui sont des référents techniques qui travaillent en permanence dessus. D'accord. Et oui, Sandrine, merci pour votre question parce que c'est ce que j'ai complètement oublié de dire sur la slide juste avant. On a du coup, oui, sur la plateforme que je vous montre là, une messagerie instantanée à tout moment. D'accord. Vous pouvez n'importe quand déposer un message et les équipes y répondent au plus vite. Oui, vous n'êtes pas obligé en fait d'aller réserver un appel ou surtout une visio pour répondre à toutes vos petites questions. Ça peut se faire ça en direct sur notre messagerie instantanée Upso. Voilà. Pour reprendre sur la plateforme et sur l'organisation de vos journées, en fait, comme vous pouvez le voir là à droite de ma slide, vous avez en fait vraiment vos tâches qui seront mises dans le bon ordre et selon votre avancement et selon comment vous voulez structurer vos journées. D'accord? Vous avez juste, dès que vous avez créé votre emploi du temps, à vous laisser guider chaque jour, chaque semaine sur la plateforme. Voilà. Donc, c'est fluide, ergonomique. Vous faites les tâches quotidiennes, vous avez les corrections systématiquement. Voilà. Et le point important, c'est que, bien sûr, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Et les corrections, les réponses du chat, etc., on essaie d'être le plus réactif possible. Si c'est en journée sur le chat, on met seulement quelques minutes en général à vous revenir. Et les corrections, pareil, on est entre quelques heures et aller au grand maximum 3 jours sur une correction. Mais on arrive à être quand même assez réactif aujourd'hui là-dessus et nos apprenants sont quand même plutôt contents de tout ça en général. Hop. Évidemment, toujours très important, on ne se voit pas vous faire une réunion d'information sans aussi parler du financement, enfin du prix, puis du financement après de la préparation. D'accord? Nous, sur tous nos programmes, d'ailleurs, on a 2 accompagnements qui sont possibles. Pourquoi 2 et pas un seul ou 10? C'est qu'en fait, pour préparer le concours infirmier, nous, on distingue 2 situations. Les personnes du domaine qui évoluent professionnellement. On est plutôt sur la première préparation que vous voyez, notre préparation classique, qui est au prix de 1 400 €. Et la préparation, deuxièmement, qui est à 1 700 €, qu'on appelle la préparation renforcée, qui est plus adaptée parce qu'il y a plus d'examens blancs, plus de cours particuliers aux personnes qui ne sont pas encore du domaine et qui, c'est normal, en général, partent de plus loin en termes de remise à niveau. Et donc, forcément, il y a besoin d'un peu plus de suivi mécaniquement. Voilà, ça c'est avec. On n'a pas toujours fait ça chez Upso. Là, ça fait quelques années qu'on est parti sur ce suivi un peu à double entrée.
D'accord? Mais ça aussi, ça se discute en rendez-vous. Moi, quand j'ai un aide-soignant qui est pas forcément, confiant par rapport, à ses capacités ou à sa possibilité de travailler de telle ou telle manière, on peut très bien partir sur l'accompagnement renforcé. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais qui est déjà, par exemple, super calé en mathématiques, en culture générale ou bien qui a déjà tenté 3 fois le concours, on peut aussi mettre en place l'accompagnement classique. C'est sur mesure et le choix n'est pas tout fait. D'accord? On en discute aussi avec vous pour voir ce qui va le mieux. Et puis on peut changer en cours de route, hein, de toute manière, on a l'équipe pour. Comment ça se finance tout ça? En fait, une préparation de concours en France aujourd'hui, ça se finance en général avec ses fonds perso et avec son CPF. D'accord? C'est vraiment ça qu'on observe le plus souvent. En tout cas, ça ne doit pas être un sujet. Nous, on trouve toujours des solutions pour vous accompagner. D'accord? Je vous prends un exemple très simple. Nous, la préparation qu'on met en place le plus souvent, c'est un accompagnement qui est à 1 700 €, sur lequel légalement, l'État nous permet de prendre 1 000 € avec le compte formation. D'accord? Et il reste du coup 700-800 € à charge. Je dis 700-800. Si vous avez fait le calcul, vous allez me dire que c'est 700. Mais en fait, le CPF pour les actifs coûte maintenant 100 € à débloquer. Donc, c'est aussi compris dans le prix de la préparation. Et voilà, vous avez votre compte formation qui est éligible au financement en partie. D'accord? Et après, le financement, s'il y a un reste à charge, que ce soit en 1 fois, en 5 fois, en 10 fois ou même jusqu'à 24 fois, c'est sans frais et vous pouvez financer tout ça selon la manière qui vous convient. Pour conclure aussi sur le financement, alors si vous avez des questions, vous me les dites hein, dans le chat, mais on a aussi bien sûr la possibilité en tant qu'organisme certifié de passer par France Travail. D'accord? Vu le contexte, on n'est pas sur la meilleure période, honnêtement, vis-à-vis des financements, des devis France Travail, mais ça peut toujours se tenter selon si vous avez un financement CPF pour peut-être couvrir le reste avec France Travail. En fait, selon la période, selon où vous habitez et selon l'agence France Travail dans laquelle vous êtes, les règles peuvent changer. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas garanti, le financement par France Travail. Hop. Alors ça, c'est plutôt la diapositive, nous, sur nos avis. Je ne vais pas y passer longtemps, juste pour vous dire qu'on a aujourd'hui quand même beaucoup de témoignages sur notre préparation au concours infirmier. En général, plutôt positif, mais ça, je vous laisserai voir de vos propres yeux. D'accord? C'est peut-être pas forcément à nous d'en témoigner, mais on arrive avec l'expérience aujourd'hui, évidemment, en demandant aussi à nos élèves qui sont contents ou pas, hein, d'ailleurs, de la préparation, on peut toujours s'améliorer, de nous mettre leur petit retour. Parce que vraiment un témoignage, on pense que c'est vraiment ça qui a la plus grande valeur, peut-être même plus que quand Lorraine ou moi vous parlons du programme. C'est bien vraiment de voir ceux qui sont passés par le sentier que vous allez vous emprunter pour voir un petit peu comment s'est passée leur aventure et démystifier aussi un petit peu tout ça. Donc pour conclure aujourd'hui, on va aussi vous repartager le petit lien pour prendre rendez-vous. Ben le voilà, le lien pour prendre rendez-vous avec les équipes. D'accord? Aujourd'hui, c'est notamment beaucoup mes collègues Eric et un peu Amaury qui prennent les rendez-vous d'accompagnement. J'en prends aussi quelques-uns. D'accord? En fait, vous pouvez là, avec le lien que mon collègue Aurélien vous a transféré, cliquer et directement avoir le calendrier en ligne partagé de tout le monde pour pouvoir avoir votre point individuel et pouvoir creuser de façon très personnalisée votre projet et voir si c'est intéressant de travailler avec nous. Et puis on touche à la fin de ce live. Je suis désolé, on a pris un tout petit peu de retard aujourd'hui. Merci à vous Gaël aussi pour votre participation. Merci à tous. En réalité, vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Ça nous fait très très plaisir. Et écoutez, on vous dit à bientôt, que ce soit Lorraine, moi ou le reste des équipes. On vous souhaite la bienvenue en avance et puis encore merci pour votre participation. S'il y a là des petites questions qui arrivent, j'y réponds. Et puis sinon, il me reste plus qu'à souhaiter une très belle journée et bon courage pour ces épreuves si elles arrivent bientôt pour vous et que vous êtes déjà dans le processus du concours. À bientôt. Au revoir.